Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'introduire cette séance qui est donc consacrée au peuple des femmes, qui est sous-titrée Un tour du monde féministe, donc autour de cet ouvrage de Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc. Et ravie de les accueillir en votre présence. Alors avant de vous les présenter et de leur dire toute ma reconnaissance pour leur présence, il faut qu'on remercie les partenaires de cette séance, qui sont donc l'École supérieure de journalisme de Lille et la revue Esprit, dont nos deux intervenants sont membres du comité de rédaction, et WEO, qui je crois est une chaîne local, je crois, voilà, qui retransmet cet échange dans ces 57 premières minutes. Donc j'ai également pour tâche de maintenir une sorte d'aménager une sorte de pause factice autour de cette heure pour dire au revoir à ceux qui nous suivent sur WEO et nous poursuivre, puisque nous disposons davantage de temps en présentiel. Voilà, donc merci beaucoup à Fabienne et Guillaume pour leur présence. Je vais présenter rapidement, et puis je pense qu'en fait ensuite la discussion sur le livre permettra de beaucoup mieux entrer en profondeur dans leur travail. Mais en deux mots, Fabienne Brugère est philosophe de l'art, spécialiste de philosophie moderne et de philosophie morale et politique, mais aussi de la philosophie anglo-américaine et des théories féministes. Elle est professeure à l'Université de Paris 8 et présidente de l'Université Paris-Lumière. Elle est auteure, mais je pense qu'en ayant lu le livre, je me risque à autrice, de nombreux ouvrages, très nombreux ouvrages, parmi lesquels je vais sélectionner parmi seulement la sélection des ouvrages en nom propre. Donc vraiment, vous avez une shortlist, mais des ouvrages d'abord sur Shaftesbury et le goût, théorie de l'art et philosophie de la sociabilité selon Shaftesbury, puis donc le goût, art, passion et société. Puis Le sexe de la sollicitude en 2008, L'éthique du Caire, un ouvrage traduit dans de multiples langues qui date de 2011, et avec Guillaume Leblanc, premier ouvrage co-signé, je crois, si je ne m'abuse, Le nouvel esprit du libéralisme. Puis Faut-il se révolter en 2012, un dictionnaire politique à l'usage des gouvernés, co-signé également avec Guillaume Leblanc. La fin de l'hospitalité, également co-signé en 2017. Et On ne naît pas femme, on le devient, 2017. Et puis, de nombreux ouvrages collectifs, de nombreuses traductions qui résonnent avec ces ouvrages en première personne, parmi lesquels un ouvrage collectif co-dirigé également avec Guillaume Leblanc sur Judith Butler. On va voir dans la conversation que ça a bien sûr une grande importance. Trouble dans le sujet, trouble dans les normes. Une traduction de Le risque ou le Caire de Joanne Tronto. Voilà, des ouvrages aussi d'édition de ce champ intellectuel qu'elle a arpenté et aussi fait exister. Avec Guillaume Leblanc, elle est membre du comité de rédaction de la revue Esprit, ce qui m'offre une transition. Guillaume Leblanc, qui a été mon professeur. De toute façon, je suis absolument ravie de les accueillir, mais c'est vrai que c'est pour moi particulièrement... je suis très heureuse d'accueillir Guillaume, qui a été mon professeur aussi, de philosophie sociale et politique à l'Université de Paris, qui travaille sur la question des normes vitales et sociales, normes de la santé, sur la question de la normalité et le passage des questions de normalité sanitaire aux questions de normalité sociale. Il est l'auteur d'un ouvrage sur Canguilhem et les normes, puis d'un autre ouvrage sur Canguilhem et la vie humaine. Et ensuite, dans ses travaux en philosophie de la précarité, il a un livre sur l'exclusion et la normalité sociale, les maladies de l'homme normal, en 2004, puis Vie ordinaire, vie précaire, 2007, L'invisibilité sociale en 2009, et un ouvrage sur la vulnérabilité, Que faire de notre vulnérabilité, chez Bayard en 2011. Mais également un roman, c'est quelqu'un qui a exploré des formes d'écriture différentes, et là aussi ça aura son importance dans la discussion. Donc un roman qui s'appelle Sans domicile fixe, un ouvrage de philosophie en course. Je pense qu'il y a un terrain d'exploration des modalités d'écriture philosophique dont on pourra discuter ensemble, qui est passé par ces méditations physiques, c'est le sous-titre de l'ouvrage intitulé Courir, puis L'insurrection des vies minuscules en 2013,
La fin de l'hospitalité, donc co-signée avec Fabienne Brugère en 2017, et tout récemment, donc il y a deux semaines semble-t-il, donc vraiment très récemment, La solidarité des éprouvés, l'ouvrage qui est apparu chez Payot et qui est donc sur la table, d'ailleurs, parenthèse, avec toute une série d'ouvrages de nos deux auteurs qui sont disponibles ici. Donc, la première question que je voulais vous poser, qui fait une sorte de transition avec le fait de cette présentation un peu longue, je m'en excuse, mais qui était, je pensais, nécessaire, c'était comment, donc, venant d'horizons à l'origine philosophiques assez différents, donc ayant débuté ou entré en philosophie par cette question du goût et de Shaftesbury, et pour Guillaume Leblanc, par Canguilhem, la question des normes vitales et de santé. Comment vos travaux semblent avoir quand même convergé suffisamment pour que vous co-signiez un certain nombre d'ouvrages et converger sur cette question et être venu à cette question qui fait l'objet du livre Le peuple des femmes, des féminismes, des pratiques et des théories qui donnent corps et donnent appel l'existence d'un peuple des femmes. Comment l'un et l'autre, vos trajectoires vous ont conduite? C'est une grande question, je m'excuse. Peut-être... Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, c'est bon? Ouais. Merci Élise pour cette présentation extrêmement chaleureuse. Comment on a convergé sur ce livre et comment on y est venu chacune. En fait, pour moi, ces questions, en tout cas, ces questions de féminisme, ces interrogations philosophiques sur ce qu'on pourrait appeler l'éventualité d'un sujet femme, elles commencent avec mon travail sur l'éthique du care. Et le problème du micro... Voilà, là c'est bon. Oui. Parce que j'ai l'impression que dès qu'on bouge, le problème de ce micro, c'est qu'on ne peut plus bouger. Bon, est-ce que là c'est bon cette fois-ci? Donc, ce livre, je pense qu'il est né, dans mon parcours, d'une part... par ce travail sur les éthiques et les politiques du care, qui était déjà un travail sur le féminisme et qui était enraciné, malgré tout, dans un travail sur la philosophie anglo-américaine, sur l'importance des sentiments, sur l'importance des émotions, sur la question du prendre soin, des répartitions de rôles entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis, disons, 2005-2006 en particulier, depuis un article qui avait été publié dans la revue Esprit. Et puis par ailleurs, j'ai toujours été une lectrice des philosophes, des grandes philosophes du XXe siècle qui ont travaillé sur les questions de féminisme et qui se sont interrogés sur la pertinence ou non d'un sujet femme, que ce soit Simone de Beauvoir à partir du deuxième sexe, avec toute la thématisation justement de l'autre, ou que ce soit Judith Butler dans Troubles dans le genre, lorsqu'elle se demande si le sujet femme en tant que tel a réellement une pertinence. Et surtout, dans les deux cas, il s'agit bien d'introduire en philosophie la question du sujet sexué et du sujet sexuel. Question qu'on a quand même largement oubliée pendant longtemps parce qu'elle était considérée comme n'étant pas assez universelle, pas assez idéaliste pour beaucoup de courants philosophiques. Donc, en fait, c'est l'origine, elle est là. Et puis après, il y a une autre origine qui est
qui est davantage lié, bien sûr, à ce qu'on pourrait appeler le diagnostic de notre présent. Et là, c'est peut-être le point commun foucaldien entre Guillaume et moi. Ce diagnostic de notre présent, il porte quand même une forte prégnance d'interrogations féministes extrêmement fortes et ce qu'on a appelé la vague MeToo, donc un peu partout dans le monde, pas seulement en France et pas seulement dans les pays dits du Nord, mais aussi dans les pays dits du Sud. Donc voilà, ça c'est le deuxième aspect, l'aspect, puisqu'on est dans une école de journalisme, on pourrait dire plus journalistique. Oui, donc merci beaucoup. Bonsoir, je vais reprendre aussi par l'aspect peut-être diagnostic du présent. C'est sûr que lorsqu'il y a eu cette vague MeToo et que tout un ensemble de personnes ont pris la voie, j'ai été vraiment assez chamboulé sur le plan personnel, intellectuel, de me rendre compte que combien quand même pas mal de présupposés sur la justice étaient liés à des présupposés de genre et que là on avait une scène nouvelle qui émergeait avec des voix, avec une agentivité de personnes qui prenaient la parole et il m'était revenu du coup ce texte de Michel de Certeau sur mai 68 lorsqu'il dit à propos de mai 68, pratiquement en écrivant son texte à chaud, que ce qu'il y a de fondamental dans mai 68, comparable à la prise de la Bastille, c'est la prise de la parole. C'est le fait que les personnes qui ne sont pas autorisées par le système à prendre la voix, la prennent. Et prendre la parole, ça veut dire aussi, dans l'esprit de Certeau, prendre la maison de la radio, prendre les théâtres, c'est-à-dire aller chercher les structures auditives par lesquelles la parole sera entendue, parce qu'il ne suffit pas de parler, encore faut-il être entendu, il ne suffit pas de prendre la voix, encore faut-il avoir une structure auditive pour la récupérer, la capter et la transmettre. Et justement, quand il y a eu ce phénomène MeToo, il semblait que c'était quelque chose d'assez analogue. Et du coup, sur le plan personnel, existentiel, ça m'a complètement chamboulé en un certain sens, puisque d'une part, je me suis demandé effectivement comment ces voix de femmes ou de personnes malmenées dans leur genre avaient pu pendant si longtemps être effacées aussi des systèmes théoriques, effacer des épistémologies aussi, travaillant sur les questions d'exclusion, d'invisibilité. Du coup, je me suis mis à relire certaines grandes sommes d'histoire de la question sociale et je me suis aperçu que très souvent, lorsqu'on faisait une histoire de la question sociale, du salariat, etc., c'était cette question de l'ouvrière, de la travailleuse, de la double journée du travail de la femme, voire de la triple journée, n'était jamais interrogée. Et donc il y avait une espèce de présupposé de neutralité qui en réalité renvoyait à l'homme, ouvrier, travaillant dans les usines, etc. Et de ce fait, j'ai un peu décidé de remettre sur mon établi tout un ensemble de questions sur la précarité, l'exclusion, l'invisibilité, en essayant de les penser de manière plus directe, par des considérations de genre aussi, en essayant de penser les intersections entre les questions de genre, de classe, de race. Et évidemment, tout ce travail aurait été impossible si je n'avais pas, depuis longtemps maintenant, lu, accompagné, réfléchi le travail de Fabienne sur les questions de féminisme. Et ça, c'est un point qui a vraiment été pour moi, je dirais existentiellement premier dans ce livre, c'est-à-dire au fond, et si j'ai essayé d'écrire ce travail aussi, on va y revenir, c'est une enquête sur un diagnostic sur l'état des questions d'émancipation féministe dans le monde, mais en même temps, j'ai essayé toujours de comprendre ce travail comme un travail aussi sur moi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait à moi de me mettre à l'épreuve en quelque sorte de ces pensées, de ces questions,
comment est-ce que je peux un petit peu revisiter ma propre histoire personnelle, très masculine en certains sens. Est-ce qu'on peut faire la socio-histoire des conditions d'incorporation de son genre? Voilà tout un ensemble de questions qui n'ont cessé de me travailler en même temps que j'écrivais avec Fabienne ce texte. Voilà à peu près ce que je peux dire, disons, sur ce premier point. Merci. Alors, il y a plein de choses il y a plein de pistes qui s'ouvrent là. Peut-être la première, la plus immédiate. Oula, je sais que j'aurais dû éteindre. Je m'excuse. Je pense que je l'ai gardé allumé pour avoir l'alarme, mais j'ai eu tort. Pour avoir l'alarme à 7 heures, pour savoir quand quitter les mais j'ai eu décidément tout à fait tort. En tout cas, je vais l'éteindre. Oui, la première piste qui me semblait importante, c'est celle de la méthode qui a guidé cet ouvrage, qui est donc cette approche du terrain qui guide la dimension, enfin qui éclaire la dimension de panorama, comme disait Guillaume, des lieux, des pratiques d'émancipation féminine. Donc d'abord, comment des philosophes trouvent les moyens, les ressources au sens assez concret de mener cette philosophie de terrain, parce que tout dans le métier qui est le vôtre et le nôtre, je me permets de m'associer, nous éloigne institutionnellement du terrain. Tout est fait pour nous en éloigner, nous garder dans l'académie. Quels sont les relais que vous avez trouvés, les médiations et du coup les points d'appui pour arriver à mettre en place les ressources de cette philosophie du présent? Comment cette fois-ci? Disons qu'on a essayé vraiment de travailler effectivement en identifiant un peu dans le plus de pays possible des voies relais, des voies ressources. Donc ça nous a en fait on a établi une espèce de cartographie en essayant de voir pays par pays ce qui se passait dans chacun de ces pays, quelles étaient nos interlocutrices, nos interlocuteurs dans ces pays. Et puis on a organisé un certain nombre de voyages à l'intérieur de ces pays. Bon, ça a été arrêté par le Covid, donc on a dû basculer sur un mode de voyage plus virtuel à ce moment-là. Mais l'idée, c'était vraiment de faire une cartographie assez mondiale. D'ailleurs, il y a une carte, mais je voulais la montrer. Je l'ai oublié de vous dire que j'avais... Oui, oula, dis donc, pardon. Mais c'était juste, j'ai besoin de m'éloigner du micro un instant pour lancer la carte. Oui, donc la carte, effectivement, on a établi une carte que vous allez voir, je pense. Si l'ordinateur se rallume, parce qu'il s'est éteint. Alors, j'ai besoin juste que l'ordinateur soit rallumé par quelqu'un. Excusez-moi. Pardon? Il est éteint, là. Vous ne savez pas. Alors, j'ai plus d'ordinateur. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, on va poursuivre. Mais là, l'ordinateur s'est éteint. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est pas grave. Hein. Donc, je continue. Donc, on a établi cette carte. Et surtout, on a essayé d'avoir des voies. On a parlé de voies tout à l'heure. On a essayé vraiment de construire un dialogue avec des voies grâce auxquelles on avait accès à tout un ensemble de matières, de matériaux, d'événements. C'est un petit peu comme si, au fond, nous étions dans un sous-sol et que nous avions réussi à trouver des formes de... Ah, c'est mieux comme ça, effectivement. C'est un petit... Moi, j'avais l'impression de m'entendre. C'est déjà bien. Hein. Quand on commence à s'entendre soi-même, c'est déjà un bon point de départ. Mais donc, j'avais l'impression que... Donc, on a essayé de trouver des voies. Et ces voies, elles nous parvenaient du monde entier, un petit peu comme des matières premières, précieuses, comme si elles étaient au fond de quelques veines souterraines. Et notre souci avec Fabienne, c'était au fond de mettre en rapport ces trésors souterrains et de voir dans quelles veines ils étaient engendrés pour essayer de remonter progressivement vers les événements avec lesquels ces voies étaient en rapport. Ainsi, par exemple,
je ne sais pas, la philosophe et militante argentine Verónica Gago nous a complètement ouvert la scène argentine de Ni Una Menos, de ce mouvement absolument extraordinaire. Et à partir de cette voie, on a pu entrer dans la densité propre de ces mobilisations, de ces mouvements. Et cela, on a essayé de le faire pour toute une série d'interlocutrices, ce qui fait que le peuple des femmes, dont le titre peut sembler un peu mystérieux, c'est à la fois ce peuple qui émerge, par exemple très clairement aujourd'hui en Iran. On voit comment on a ce peuple qui est refaçonné, qui est réinventé depuis les voix des femmes, depuis le courage de leur mobilisation. Et dans le livre, ce peuple des femmes, il est aussi à l'œuvre, en acte, puisque ces voix, une quinzaine au total, apparaissent régulièrement dans le livre pour construire, organiser un point de vue à partir duquel, effectivement, on essaie de reprendre un certain nombre d'éléments. Donc, pour nous, la philosophie de terrain désignait très clairement le fait d'aller chercher sur place des ressources vocales, intellectuelles, conformément à l'idée de Foucault, justement, lorsque Foucault se rend en Iran en 79, au moment de la révolution iranienne, et qu'il produit pour un journal italien ce qu'il appelle des reportages d'idées, avec la conviction qu'il y a, c'est de mémoire, plus d'idées dans le monde, partout dans le monde et dans la tête des gens que les intellectuels ne l'imaginent. Donc je pense que le rôle en tout cas le rôle du philosophe tel que nous on l'a envisagé, c'était justement d'aller voir au dehors de l'histoire de la philosophie. C'était finalement de chercher dans ce dehors mondialisé des voies qui nous mettent en rapport avec des idées et des pratiques, car le livre est un diagnostic sur les pratiques féministes contemporaines. Ouais. Et peut-être ajouter qu'il s'agissait bien effectivement de faire apparaître la matérialité de la philosophie, peut-être aussi dans le rapport à une tradition aussi matérialiste d'apparition des rapports sociaux, des rapports de domination, de la question aussi des résistances. Et puis, finalement, cette philosophie de terrain, c'est peut-être presque comme si on avait pris une caméra. Parce que si on prend les mouvements féministes actuels dans le monde, ils sont quand même très cinématographiques. Enfin, je veux dire par là, on peut prendre par exemple l'Astésis au Chili, qui est une performance incroyable de femmes qui accusent vraiment, je dirais de manière systémique, de harcèlement, de viol jusqu'à l'État, mais qui ont des bandeaux noirs, qui chantent, qui marchent dans les rues. De la même manière, l'Argentine, dans tous les mouvements féministes qui ont eu lieu ces dernières années, il y a des assemblées, il y a des grèves, justement toutes les personnes qui manifestent se promènent avec des foulards verts. Donc il y a aussi, c'était comme prendre une caméra pour aller enquêter, mais en montrant finalement des corps, en montrant des collectifs et en montrant bien évidemment des pratiques politiques de résistance. Oui, mais en tant que vous le dites, en effet, j'ai pensé à Chris Marker au fond de l'arrêt rouge, à cette capacité qu'avait Marker aussi à être un grand voyageur. On ressent dans votre travail une réflexion qui, moi, me touche particulièrement parce qu'elle est dans le prolongement de votre travail sur l'hospitalité et la question de cette posture, qu'est-ce qui, chez nous, très existentiellement, s'oppose à cela,
fait qu'il faut du courage. C'est le titre du dossier que vous avez co-dirigé. L'hospitalité demande un courage, que l'attention aux vies précaires n'est pas évidente, que le regard sur la pauvreté nous sort de rails de normes et de pensées qui sont très structurants chez nous dans notre rapport au monde et à la pensée. Du coup, en effet, et le voyage, le rapport à la capacité du philosophe à être le témoin de ce qui se passe au loin, est aussi requiert de, en effet, mettre en place une capacité d'écoute. Alors du coup, ma question, en fait, elle est simple et compliquée. C'est comment ce féminisme transnational qui du coup se déploie au plan de la structure du livre, en effet, par des alternances de voix, c'est-à-dire l'inscription, comme disait Guillaume, de moments d'écoute où se fait entendre dans le texte, où vraiment il y a un relais même du geste, il y a un geste d'auteur très fort qui est de passer le micro, enfin de faire vraiment passer la voix, va plus être la vôtre, mais vous la déléguez à d'autres. Comment ce féminisme transnational, concrètement, dans un texte philosophique, il peut s'incarner alors qu'il va contre, et vous le dites aussi à plusieurs moments dans le livre, toutes les normes aussi du discours philosophique. En fait, il y a vraiment une résistance du discours philosophique jusque dans le discours philosophique de voyage, qui va à cet endroit-là, à ça, à penser le transnational. La catégorie du national, elle structure jusqu'au discours philosophique lui-même, j'ai l'impression. Peut-être par rapport à ce débat-là, il est important de rappeler qu'effectivement la philosophie s'est toujours posée du côté d'une vocation à l'universel, du côté de la possibilité de tenir un discours sur le monde. Et donc forcément, quand on écrit sur les mouvements féministes et sur leur caractère transnational, eh bien, on rentre malgré tout à chaque fois dans des situations. Et donc dans des situations d'oppression, qui sont largement des situations d'oppression des femmes, des trans, enfin, et cette question des situations d'oppression, elle est à la fois très locale, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans le monde, forcément, les situations d'oppression en Iran, en Afghanistan, sont différentes des situations d'oppression en France, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose de systémique qui est ce que Silvia Federici a nommé le capitalisme patriarcal. Et ce capitalisme patriarcal, il prend après différentes formes. Il prend des formes, on pourrait dire, plus extractivistes dans les pays du Sud, et il mène alors à des types de pratiques féministes qui sont beaucoup liées à la question des terres, de la déforestation, de la présence des multinationales, etc. Et puis, il va mener dans les pays du Nord à des revendications qui vont, par exemple, être plus structurées autour de la question du droit à l'avortement, d'autant qu'on a quand même aujourd'hui en la matière beaucoup de retours en arrière aussi, beaucoup d'incertitudes. En tout cas, on a, et en tout cas ce capitalisme patriarcal côté européen ou dans un certain nombre de pays du Nord, il est beaucoup lié aussi à la question du travail et à tout ce partage entre le travail productif et puis ce qu'on appelle le travail improductif ou les activités, par exemple, non rémunérées, domestiques, puisqu'on est dans des sociétés où il y a un grand partage précisément de ce qu'on peut appeler le public et le privé. Donc l'aspect transnational, c'est à la fois le fait, malheureusement,
de repérer le fait qu'il y a bien une oppression généralisée des femmes. Et donc, en ce sens-là, il y a bien quelque chose qui va par-delà les nations et qui n'est pas au sens strict ce que l'on pourrait appeler l'international, parce que l'international, c'est toujours quelque chose qui part d'en haut. Le transnational, c'est beaucoup plus la capacité qu'ont des mouvements à raisonner les uns avec les autres, d'autant que le féminisme actuel aussi est un féminisme justement des réseaux sociaux, des possibilités de communication. Et donc le transnational, il a aussi un sens de féminisme par le bas. Je veux dire par là de féminisme des mouvements, et donc de féministes qui prennent, comme le disait Guillaume, la parole. Oui, peut-être juste, effectivement, c'est par rapport à la philosophie, disons qu'on se situe clairement dans une démarche dans laquelle en essayant de redonner la voix aux personnes, on leur redonne aussi leur capacité à philosopher par elles-mêmes, en dehors du philosophe dit professionnel. Et ça s'inscrit quand même dans un mouvement qui est ce que certains peuvent appeler le tournant de l'ordinaire, du quotidien, puisque tu travailles spécialiste de Cavell. Justement, c'est précisément Stanley Cavell qui expliquait dans Un ton pour la philosophie que la philosophie avait quand même, depuis pratiquement toujours, été relativement arrogante. Et donc la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'essayer d'établir une philosophie modeste ? Et en ce sens, la modestie, ce retour au quotidien, ça consiste justement à assumer le fait, dans un tournant de l'ordinaire, que chaque personne est en capacité de produire une pensée située dès lors qu'elle est dans une expérience particulière. Et c'est très exactement ça qu'on a essayé de mobiliser. On est parti d'un universel. Si on est parti d'un universel, c'était celui peut-être de la domination, de genre, etc. Et on a vu comment, partout dans le monde, sur des micro-scènes locales, justement, ce fait de la domination était contesté. Et de manière très intéressante, il nous est apparu, comme Fabienne le disait, que ce local-là était à tel endroit en Pologne, par exemple, en 2016, lorsque des grèves de femmes se mettent en place, était déplacé, transporté vers l'Argentine dans le même mois, avec d'autres grèves qui prennent le relais, puis qui reviennent en Italie, qui repartent en Espagne, etc. Donc l'ultra-local est en même temps justement ce qui va permettre de dépasser le cadre stato-national. Et en ce sens-là, notre travail essaie de reconstruire une idée non nationale du peuple. Le peuple des femmes, c'est pas une construction. Il ne faut pas penser le peuple des femmes à la manière dont les philosophes ont pensé historiquement la catégorie de peuple, parce que historiquement, de fait, c'est le paradoxe de la philosophie, de toute une histoire de la philosophie, le besoin de dire l'universel réintroduit implicitement des frontières nationales par lesquelles un peuple a un accès à cet universel. Alors, il est évident qu'on voit ça chez Kant, qu'on voit ça dans toute une série d'auteurs. Il est évident que notre point de vue, c'était plutôt de se demander, de voir émerger, en fait, en direct, en quelque sorte, un peuple transnational, par-delà les nations, grâce à des formes de contagion, des expressions féministes émancipatrices, par les réseaux sociaux notamment, par la télétransportation des vidéos grâce au téléphone portable, etc., de telle sorte que les assemblées locales peuvent être déplacées vers d'autres lieux et donner lieu à des phénomènes de contagion dont la conséquence est une sorte de panique qui en résulte pour tous les pouvoirs, les gouvernants, les pouvoirs en place, qui vont avoir tendance à ce moment-là à vouloir restaurer un discours ultra-conservateur, ultra-réactionnaire, ultra-religieux, parce que précisément c'est la panique à bord. Et au fond, on a essayé d'accompagner la
la joie de cette panique virale, de cette panique induite par la contagion des mouvements. Et je crois qu'on est à un moment où, justement, il y a d'un côté des mouvements en expansion, en ébullition, qui se déplacent, et de l'autre côté, des tentatives extrêmement violentes de restaurer des discours binaires, des discours de genre, des discours réactionnaires. C'est très exactement ce qui s'est passé en Russie. Avant la guerre en Ukraine, il y a eu une loi votée un an avant à la Douma, à l'unanimité moins 2 députés, pour ne plus sanctionner les violences faites aux femmes dans l'espace familial. Donc à partir du moment où on a cette guerre en quelque sorte de basse intensité faite contre les femmes, est-ce que ce n'est pas la condition plus tard, dans d'autres contextes, d'une guerre de haute intensité contre d'autres peuples, dans lesquels d'ailleurs la guerre contre les femmes continuera à se maintenir? Donc c'est ce phénomène au fond, d'un côté, la contagion des phénomènes émancipateurs, et de l'autre, la restauration réactionnaire. Je crois qu'on est exactement à l'intersection, ce qu'on appelle de ces deux plaques. On est dans une tectonique des plaques. Et c'est précisément là où il faut penser. Il faut penser là où il y a ce frottement-là. C'est en effet très, très frappant ce cas, en effet, sur la Russie, qui laisse penser que en fait, tout le livre va vers quelque chose qui est une proposition philosophique, de toute façon, très neuve, ça, il n'y a aucun doute. Ce livre va très loin dans sa forme, en termes de réaction aux théories féministes, de manière de profondément les engranger cela, qui est le travail aussi que Fabienne a fait beaucoup, d'introduction de cette littérature, de l'éthique du Caire, etc. Mais là, de comme le prendre avec vous pour faire un pas philosophique très neuf, qui est d'aller constituer, donner à voir la pensée de ce féminisme transnational. Du coup, ma question, c'était quoi? C'était finalement que le livre va, avec ce dernier chapitre sur l'écoféminisme, enfin là, on a l'impression qu'il y a à la fois une manière de repenser la justice sociale, comme ce que Guillaume vient de dire l'indique, à l'aune de la revendication de justice, ou de faire de cette féminine, ou en tout cas de faire de cette question-là l'aiguillon, ou je ne sais pas comment le dire, vous l'avez dit 1000 fois mieux, de toute façon, le livre le dit, mais comment cette question-là est au cœur d'une manière de repenser la justice sociale, et aussi, indissociablement, la question environnementale. C'est comme si la question écoféministe devenait vraiment le moteur d'une pensée politique sociale. En fait, ce questionnement-là, mais on l'a vraiment pensé ensemble, il tient vraiment à des mouvements déjà, à des pratiques, à des collectifs. Le propre de l'écoféminisme, c'est qu'en fait, il existe aussi bien au nord qu'au sud. C'est-à-dire qu'on a à la fois au nord des pratiques écoféministes qui sont par exemple des pratiques qui s'opposent à l'enfouissement des déchets nucléaires à tel endroit et qui sont menées par justement des groupes de femmes, d'ailleurs lesbiennes, extrêmement en pointe là-dessus. On a par exemple au Brésil des mouvements de sans-terre qui sont largement des mouvements menés par les femmes et qui sont très puissants parce que ce sont des mouvements de critique radicale de la propriété et d'interrogation sur la perspective de défendre une terre, on pourrait dire dans sa dimension publique, ou de défendre une terre commune, conformément aussi à des traditions de peuples qui justement ne pensaient pas la culture des terres dans le cadre du ceci est à moi. Donc il y a ce qui est vraiment fort dans l'écoféminisme d'une part, c'est ça, c'est le fait que c'est
aussi puissant au nord qu'au sud, et même, je dirais, c'est sans doute plus puissant dans les pays du Sud, qui sont quand même directement en prise, comme je le disais tout à l'heure, avec le caractère extractiviste du capitalisme, avec la déforestation et toutes ces questions-là. Et puis, deuxième chose, moi je crois fondamentalement que l'écoféminisme est le symptôme de quelque chose, qu'il est le symptôme du fait que nous sortons de la modernité. La modernité, c'est ce moment où on a pensé l'individu comme souverain, c'est ce moment où on a pensé, en parodiant plus ou moins bien Descartes, le fait que nous étions comme maîtres et possesseurs de la nature, et donc on a vraiment créé des différences redoutables entre ce qui est naturel et ce qui est culturel. Et donc, pour ma part, si pendant longtemps je ne me suis pas intéressée à l'écoféminisme et même à tous les textes écoféministes, c'est parce que je restais dans le paradigme de la modernité, qui est aussi un paradigme de l'individualisme politique, etc. Et je crois que si l'écoféminisme et les pratiques écoféministes sont si importantes aujourd'hui, et s'il y a une telle popularité de l'écoféminisme, en particulier chez les jeunes, qui d'ailleurs réactualisent aussi des figures comme les sorcières, comme le rôle de la poésie dans justement le féminisme, qui réactualise aussi des pratiques vraiment, vraiment écologiques. Si c'est là, c'est justement parce qu'on est en train d'interroger notre rapport à la nature. On est en train de se rendre compte que la nature, elle n'est pas inerte, que précisément, elle réagit à l'action humaine, hein, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. Et donc, je pense que l'écoféminisme, c'est le symptôme de quelque chose qui est en train d'advenir et qui est justement, et ça c'est un fait, qui est la sortie de la modernité. Alors bien évidemment, il y a des anthropologues ou des philosophes très connus qui ont incarné ce mouvement, qu'on pense à Philippe Descola ou à Bruno Latour, mais on oublie souvent qu'il y a des autrices écoféministes, d'ailleurs que Latour a lu, qu'il cite souvent, comme Caroline Merchant, comme Starhawk, comme Plumwood, comme Vandana Shiva, et que toutes ces autrices, en France, on les avait complètement oubliées. Alors que si on prend le livre, par exemple, de Caroline Marchand, mais c'est un texte d'épistémologie du féminisme, c'est une mine. Et ce livre-là, il a été, par exemple, proprement effacé. Donc, il y a des pratiques écoféministes aujourd'hui qui permettent aussi de faire revenir des livres et de faire revenir des réflexions. Et c'est pour vous dire que je pense que notre perspective, et en cela elle est assez singulière par rapport à d'autres perspectives, c'est aussi celle d'un dialogue entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que, pour ma part, je pense que la théorie féministe, ça change la philosophie et que ça participe d'un certain nombre de dynamitage de catégories qui ne tenaient plus telles quelles. Là, c'est ce qu'on sent très très fort, y compris dans le dialogue qui mène à cette coécriture sûrement. C'est-à-dire vraiment la manière dont la réflexion, Guillaume, je me permets, sur les normes, réagit à ces théories féministes, non ? Oui, parce qu'effectivement, ce qui est vraiment très intéressant également, c'est comment des réinventions, comment on assiste à une critique des normes qui font société, et comment il y a une réinvention de nouvelles manières d'exister, une réinvention de normes. Et cette dynamique de la réinvention, pour nous, elle était assez centrale dans le livre. Sur le plan de la méthodologie, de la méthode de travail, effectivement, on a rapidement, à partir de nos voix, de nos événements, enfin de tout ce qu'on avait arrivé à
à découvrir, et chaque jour on découvrait de nouveaux points sur la carte, etc., au point que cette carte elle était trop petite pour contenir tous les points qui clignotaient là de manière incroyable. On a essayé d'organiser l'ensemble de ces pratiques en s'aidant, disons, de la division produite par Hirschman dans un travail complètement autre sur les groupes de consommation, sur la fidélité ou non des clients à des produits de consommation. Hirschman, le sociologue et économiste Hirschman, explique qu'il y a 3 possibilités de se rapporter à un produit lorsqu'on est déçu par lui. Ou bien on lui reste fidèle malgré tout, bon, voilà, faute de mieux, ou bien on prend la voie pour organiser son mécontentement et dire ce qu'il en est, ou bien, autre attitude, on quitte le produit, on va chercher ailleurs. Et donc, il voyait dans la loyauté la voie, l'exit, la voice, pardon, et l'exit, les 3 stratégies de rapport de quelqu'un à un produit qu'il estimait défaillant alors qu'il y était très attaché. Et ça nous a paru assez lumineux que de nous dire, mais finalement, dans les pratiques féministes actuelles, il y a 3 types de pratiques. Il y a les pratiques alors les pratiques limites de loyauté, qui sont en quelque sorte ce qui existe avant que les pratiques féministes arrivent. Pratique de loyauté, ça consiste à être loyal à des normes de genre, justement. Si la position d'une femme est d'être à tel endroit, la loyauté consiste à épouser cette norme-là et à ne pas la contester. À l'intérieur de ces pratiques de loyauté, qu'on analyse au début, dans la première partie du livre, il se trouve qu'on s'est aperçu que les femmes sont loyales à condition, sont loyales 9 fois sur 10, à condition de pouvoir être déloyales 1 fois sur 10. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une anthropologue américaine qui va étudier une tribu en Égypte, et elle se rend compte que les femmes, à certains moments très particuliers, lorsqu'elles lavent le linge entre elles, par exemple, se mettent à déclamer des chants dans lesquels la critique des hommes est vraiment féroce, mais elles ne peuvent critiquer qu'à la condition d'être séparées momentanément du groupe des hommes. Et à ce moment-là, et donc la condition de loyauté, c'est de pouvoir, justement, à certains moments, être suffisamment entre soi pour pouvoir critiquer, d'une certaine manière, l'ordre qu'on subit en tant que femme. Et l'hypothèse qu'on fait dans le livre, c'est que, finalement, que se passe-t-il quand cette voix des femmes qui chantent séparément des hommes, lorsqu'elle devient publique, lorsqu'elle conteste, cette fois-ci, de manière radicale, l'ordre des choses. Et c'est pourquoi on a été amené à essayer de penser cette prise de voix, qui était MeToo, qui était Ni Una Menos en Argentine, ces assemblées féministes qui se mettent en place un peu partout dans le monde. On a essayé de penser cette prise de voix comme la condition d'un travail politique d'émancipation, sachant que ce qui nous est apparu, c'est qu'entre la loyauté et la voix, très souvent, la condition de possibilité pour qu'il y ait prise de voix, c'était justement de partir. C'était l'exit. L'exit nous est apparu comme la séparation, nous est apparu, le fait de constituer une cité séparée, nous est apparu comme la condition de possibilité pour que cette prise de voix puisse se construire et aboutir, et c'est là où on revient sur la question des inventions, peut-être à des réinventions de normes en matière de travail, en matière de soins, en matière de sexualité. C'est cette réinvention des normes que l'on essaie d'explorer dans la dernière partie du livre. Et c'est très intéressant de voir comment, très souvent, ce qu'on appelle les nouvelles loyautés, parce que très souvent, ces réinventions ne supposent pas nécessairement la critique, par exemple, du travail, mais une subversion de la pensée du travail, ne présuppose pas nécessairement la critique du soin, mais justement de subvertir la catégorie du soin pour la dégenrer, etc. etc. Et c'est cette réinvention des normes qu'on a essayé un petit peu de développer dans la dernière partie du livre.
C'est parfait pour dire au revoir à ceux qui sont je sais pas quoi, en retransmission, et pour nous continuer. Et continuer là sur peut-être cette question justement du moment où la cité des femmes prend son sens, disons, de reclusion, de séparation, puisqu'il y a ce moment qui dialectiquement est complètement nécessaire. Et dans le livre, vous appuyez, et il y a plusieurs moments dans le livre où les points d'appui sont aussi, tout comme vous déléguez la parole à des associations, à des femmes qui prennent la parole, à des expériences ainsi et des pratiques féministes de terrain. Parfois, c'est l'analyse de films ou la description au sens vraiment descriptif, puis la réflexion sur des moments de livres, des moments de films qui vous donnent cette ressource, disons, pour penser votre matériau. Et alors, il y a un passage auquel j'ai été particulièrement, qui m'a particulièrement charmée, de description de l'ouverture de la Cité des femmes de Fellini. Et du coup, on se propose de vous montrer cet extrait qui est l'ouverture et de proposer à nos invités de vous le commenter. C'est très savoureux, c'est très frais, vous allez voir. Donc Mastroianni dans la Cité des femmes. Voilà. Hop. Ah, on l'a perdu. Bon. Ah ouais, là, il y a un match de foot et Non, mais c'est pas la peine, Gilbert, parce qu'il n'est plus là où il l'avait mis. Ah non, ça va pas du tout arriver, puisqu'il était là, mais comme l'ordinateur s'était éteint inopinonnement, je pense qu'on est perdu pour la cause là. Mais c'est pas grave, écoutez, on va vous le décrire, je suis navrée. Mais est-ce que vous m'autorisez à lire? Parce qu'en fait, votre description est superbe. Et là, je me permets la critique de cinéma qui parle. C'est très dur de décrire un film. Et vous le faites d'une manière qui est très, très chouette. Donc, je me permets, du coup, c'est un moindre mal de lire la description. Hop, c'est l'ouverture. Voilà, du chapitre 2. Alors, c'est un voyage en train. Un homme endormi est secoué comme une bouteille d'eau gazeuse. Face à lui, une femme le regarde, amusée. L'atmosphère érotique de la scène est évidente. Une bouteille sur la table qui les sépare s'apprête à tomber. L'on entre dans un tunnel, les mains se frôlent pour l'attraper avant qu'elle ne chute. Il entre après elle dans les toilettes du train, la caresse, mais l'annonce de la gare la précipite au dehors. Elle s'en va sans se retourner. L'homme hésite et finit par la suivre, dans les prés puis dans la forêt. La voilà finalement au seuil d'un hôtel où se tient un congrès féministe. C'est là qu'elle se rend. Fellini chez les féministes. Et je lis juste un peu la suite. Fellini filme la Cité des femmes pour porter la guerre des sexes à l'écran. L'avortement, ensuite il y a une contextualisation très importante bien sûr du film. Donc l'avortement vient tout juste d'être légalisé, mais les médecins peuvent pratiquer l'objection de conscience et ils sont 7 sur 10 à le faire, et même jusqu'à 9 sur 10 dans le sud de l'Italie. Et donc ça se poursuit. Et donc la Cité des femmes est ce film qui doit expliquer la guerre des sexes en train d'advenir. Alors pourquoi ce passage de Fellini finalement vous a tant intéressé? Parce que c'est vrai que dans son œuvre, c'est un film à part. Oui. Tu veux commencer? Non, vas-y. On a pris vraiment le titre du film de Fellini au sérieux, La Cité des femmes. Parce que ce qui nous intéressait dans ce chapitre, c'est d'analyser comment les femmes faisaient cité autrement que la cité classique, qui est la cité des hommes, avec les noms de rue. On connaît le fait que la quasi-totalité des noms de rue sont des noms masculins, que la configuration des espaces publics, qui a l'air neutre, en réalité aboutit très souvent à des présupposés de genre qui font que la plaine des Jeux aménagée à Bordeaux sur les quais de la Garonne est comme par hasard préemptée plutôt par des garçons qui vont jouer au volley, qui font du skate, laissant les filles plutôt dans l'espace piétonnier et marchand de la rue Sainte-Catherine. Donc en réalité, la ville est un lieu extrêmement genré et disons que la cité est une cité des hommes, donc très largement. Donc la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une cité des femmes nous a intéressés. Dans ce chapitre, on essaie de produire une casuistique des cités parce qu'on s'est rendu très attentif
au fait que, par exemple, tout petit village d'Umoja dans le Kenya, des femmes se sont séparées des hommes pour vivre entre elles, avec des lois particulières qui supposent d'ailleurs que les hommes éventuellement sont tolérés à tel moment mais pas à tel autre. Et c'est toute une organisation de cette cité qui nous a intéressés. Il se trouve que dans le film de Fellini, cette construction de la cité, elle est montrée presque malgré, je ne sais pas si c'est malgré Fellini, mais malgré le protagoniste central joué par Mastroianni, qui représente quand même la quintessence de l'homme désirant, fantasmant sur les femmes et entrant presque par effraction dans ce lieu, dans cet hôtel où se trouvent réunies des femmes de féminisme très différents et où justement Mastroianni prend un malin plaisir à montrer les contradictions des féminismes les uns par rapport aux autres. Ça a correspondu à une enquête que Fellini a produite à propos de justement des confédérations féministes à Rome, etc., où il s'est fait d'ailleurs virer très rapidement, parce que bon, voilà, il a été l'auteur quand même de certains films antérieurs qui étaient largement considérés comme mobilisant des clichés sur la femme. Et donc, disons que par-delà ce film de Fellini, qui est quand même très intéressant parce qu'il il essaie d'explorer les arcanes des féminismes à travers le regard d'un homme. Et donc, du côté justement de l'aspect fantasmatique de l'homme qui projette sur les féminismes encore des images des femmes et qui essaie de refaire femme malgré les féminismes. Ce qui nous a intéressés, c'est peut-être, c'est sûrement deux éléments. Enfin, c'est évidemment, c'est d'une part d'explorer des formes fictionnelles, le cinéma, la littérature, en montrant comment ces formes fictionnelles soit véhiculent des présupposés de genre, soit justement explorent autrement, expérimentent autrement les relations de genre. Et ça, c'est un point très intéressant de notre enquête, c'est de nous rendre compte aussi comment un certain nombre de mythes fondateurs de notre modernité sont en train d'être revisités par des fictions qui en défont justement le cours normal. C'est comme ça que, par exemple, je pense à des romans assez extraordinaires sur la guerre de Troie, donc sur l'Iliade d'Homère, réécrit. Qu'est-ce que c'est que réécrire l'Iliade du point de vue de l'histoire des femmes, du point de vue de celle qui est justement prise par Agamemnon, puis qui ensuite est reprise par Achille, et qui finalement n'a jamais voix au chapitre. Qu'est-ce que c'est qu'écrire l'histoire de ces violences-là, de ces viols-là, depuis l'histoire des femmes précisément. Donc ça nous a intéressé de trouer les récits hégémoniques par des contre-récits. Et forcément, de ce point de vue, le film de Fellini, il se situe peut-être à la zone de frottement entre un récit hégémonique et ce qui pourrait peut-être à un certain moment surgir comme un contre-récit à l'intérieur même. Et puis peut-être le dernier point, c'est que ce que montre Fellini, ce grand hôtel où se retrouvent des femmes qui discutent, qui vivent ensemble, c'est une forme historique très ancienne. Ça remonte aussi au béguinage du XIIe siècle, à ces lieux dans lesquels les femmes, au fond, se vivaient entre elles de manière religieuse, très souvent pour des raisons économiques, parce qu'elles n'avaient pas de quoi payer le ticket d'entrée pour entrer dans des couvents, parce que en fait, il fallait payer. Donc on a une contre-culture de femmes qui s'élabore en marge justement de l'histoire religieuse officielle et qui va produire des effets extrêmement intéressants. Et je trouve que le film de Fellini, il se branche un peu sur cette histoire des béguinages. Peut-être ajouter un élément de contexte, c'est que le film de Fellini,
c'est typiquement un film italien. Je veux dire par là qu'il ne faut pas oublier, outre le fait que Fellini, c'est Fellini, il ne faut pas oublier que le féminisme italien, et encore aujourd'hui, dans sa dimension en tout cas dominante, c'est un féminisme différentialiste. C'est un féminisme qui, à la différence quand même de beaucoup de féminismes expérimentés en France, eh bien, pose vraiment l'idée d'une différence entre les hommes et les femmes. C'est d'ailleurs parfois un féminisme qui a du mal à penser justement les questions comme la transidentité, etc. C'est un féminisme qui invente aussi, qui est du côté de l'invention du coup d'écriture, par exemple, typiquement féminine. Donc la Cité des femmes, la Cité des femmes, c'est ça aussi. C'est ce forum féministe où précisément il n'y a que des femmes, avec en général ce qui constitue l'univers des femmes, en particulier italiennes, c'est-à-dire des fourrures, des bijoux. Il y a tout cet aspect-là. Et donc, forcément, pour Mastroianni, c'est très compliqué. Parce qu'en même temps, il débarque dans un forum féministe, mais quelque part, ça ne ressemble pas totalement à un forum féministe, parce que les femmes ont toutes les parures des femmes. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte, en tout cas dominant du féminisme italien, même si, bien évidemment, de manière beaucoup plus marginale, il y a aussi en Italie un féminisme matérialiste, mais malgré tout, je pense que ça, c'est aussi au cœur du film de Fellini. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est forcément ce lieu de rassemblement de ce congrès féministe que filme Fellini. Pour nous, c'est vraiment le prototype, en quelque sorte, de la modalité de l'exit. C'est-à-dire, on se sépare des hommes. Après Mastroianni, il revient comme l'intrus. Mais on se sépare des hommes pour faire société autrement. Et dans le livre, c'est cette modalité de la séparation, du geste d'Adèle Haenel au moment des Césars, on se casse, etc. C'est cette modalité de l'exit qu'on a analysée pour essayer de mieux comprendre, dans un second moment, comment cet exit fait retour comme un boomerang à l'intérieur de l'espace public et le transforme. Tous les collages relatifs au féminicide dans les villes, la constitution d'un mémorial pour dire qui a été cette personne qui a été tuée, le fait participe d'une réappropriation de l'espace, d'une retransformation, d'une subversion des normes de genre de l'espace public, et en ce sens-là, justement, participe d'une prise de voix. Donc c'est le moment où, justement, cet exit de la Cité des femmes devient une voice qui va perforer la cité et faire cité autrement. Après, il faut bien mettre en avant aussi, dans toute notre réflexion sur les cités, le caractère... on pourrait dire malheureusement de nécessité des cités. C'est-à-dire que quand on a beaucoup regardé, on n'a pas pu y aller malheureusement, mais on a beaucoup lu, on s'est beaucoup renseigné sur ce village de Jinvar dans le Kurdistan syrien, qui est un village exclusivement donc de femmes, lié aussi au Kurdistan démocratique, mais où les femmes qui se retrouvent là, eh bien, ce sont des femmes qui ont été victimes de viols, c'est des femmes victimes d'excision, c'est des femmes victimes de la polygamie, c'est des femmes aussi qui, cela dit, peuvent être des activistes féministes, c'est des femmes qui ont été guerrières aussi contre Daesh, mais c'est des femmes qui quelque part, n'ont pas le choix, ne peuvent plus vivre avec les hommes. Donc il y a aussi le côté, bien sûr, très drôle du film de Fellini, mais il y a aussi un caractère, je dirais, aussi tragique des cités de femmes. Parce que
c'est quand même, ça signe quand même l'impossibilité d'un vivre ensemble. Et ça signe aussi la violence du patriarcat. Et le fait que le patriarcat, eh bien, il tue. Hein, et... Alors, il y a des pages centrales, d'ailleurs, vous en avez déjà parlé, mais sur le féminicide, et qui sont très, très marquantes dans le livre, parce que ça achemine là toute cette réflexion que vous avez déjà évoquée, mais sur la voie, d'abord l'investissement de l'espace public, la nécessité de la reconnaissance des féminicides, et donc qui passe par le fait de dire le nom de femmes, donc tous ces mouvements, toutes ces pratiques féministes qui ont à voir avec le fait d'afficher les noms, donc les colleuses, en effet, etc. Et de requalifier ou de réfléchir à même ce qu'on appelle crime, en fait, ce qu'on nomme crime. Là, j'ai été très frappée par ce que vous dites là-dessus, qui interroge notre société. En fait, à quel point les féminicides sont passés sous silence, y compris jusqu'à être absents ou invisibilisés de notre notion même de crime, dans la manière dont on les comptabilise, dont on les... etc. Et du coup, j'ai pas pensé, moi, au film de Dominique Moll, parce que là aussi, en effet, la fiction produit comme tu disais, des manières de penser cela, et le film de Dominique Moll a été La Nuit du 12 a été un lieu de réflexion aussi sociale, du coup, autour de ces questions de conversation, et c'est un des rôles du cinéma aussi, de faire parler, quoi. Oui. Les mots sont très importants, parce que on reprend effectivement toute cette question des, on pourrait dire, des inventions de mots, parce que les mots, il pose une parole, il pose un nom sur une réalité laquelle, jusqu'à présent, n'est pas reconnue comme telle. D'ailleurs, c'est très amusant de voir, puis après je reviens dans les derniers faits divers de BFM TV, quand il s'agit justement de féminicide, comment le terme de féminicide, il est soigneusement évité dernièrement. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu vraiment reprendre, c'est le fait qu'au départ, finalement, dans les années 70, 80, 90, à partir d'abord de Simone de Beauvoir et d'autres, on commence à mettre en œuvre sur cette idée du crime de femmes, on commence à mettre en œuvre le terme de fémicide, mais on se rend compte très rapidement que le terme de fémicide, en fait, il est finalement parallèle quelque part au terme d'homicide. Et comme l'idée, c'est vraiment d'arriver à montrer la spécificité de l'oppression des femmes et le caractère systémique, finalement, de ces meurtres, eh bien, du coup... et ça se passe en Amérique du Sud, on va inventer un terme, féminicido, qu'on va traduire en français par féminicide, et qui va pouvoir finalement porter la spécificité des crimes contre les femmes, d'autant que c'est porté derrière par à la fois des activistes politiques, des femmes politiques, c'est porté par des anthropologues, par des philosophes, par tout un tissu on pourrait dire, de savoir, qui consiste aussi, de manière malheureusement macabre, par exemple au Mexique, à déterrer à la frontière entre le Mexique et les États-Unis de véritables charniers de femmes. Donc cette question des féminicides, ce terme de féminicide, il est particulièrement important parce qu'il dit quelque chose que d'autres termes ne disent pas. Quand on pense qu'il y a encore 30 ans, quand on parlait du fait qu'un compagnon, ou un ex-compagnon tuait sa compagne, on disait crime passionnel. C'est quand même... Voilà, on voit bien, donc le féminisme, c'est aussi vraiment c'est vraiment l'idée
qu'il faut aussi reconnaître les choses telles qu'elles sont en termes d'oppression et de rapport de domination. Et c'est vrai que là encore, je le disais tout à l'heure par rapport aux questions Nord-Sud, là encore, sur la question des féminicides, il y a un travail remarquable des Mexicaines, des Argentines, hein, qui vraiment là-dessus, ont vraiment fait avancer la recherche féministe sur ces questions, à tel point maintenant que la notion de féminicide, elle est aussi portée dans tout le cadre d'une réflexion justement juridique. Oui, c'est effectivement aussi on se rend compte, c'est ça qui est terrible, que le crime a un sexe ou un genre, et que très souvent ce genre-là n'est pas interrogé. Et donc il a fallu à certains moments, pense au tribunal international des crimes de guerre produit par les femmes, réinstauré par les femmes en 1976, à l'instar du tribunal de guerre contre le Vietnam de 1966, créé par Sartre et Russell. On peut penser à la conférence internationale de Tokyo en 2000. Il a fallu vraiment rendre visible et exhiber les crimes de guerre spécifiques contre les femmes. Quand on pense que, effectivement, le fait que telle population de femmes était réquisitionnée par les soldats japonais pendant la guerre pour être des prostituées avec un nombre effroyable de crimes, à la fois en termes de viol et en termes de meurtre, n'a jamais été documenté dans les quelconques tribunaux internationaux qui ont réglé la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu donc que, justement, là encore, des femmes s'organisent pour rendre pleinement visibles ces crimes. Aujourd'hui, on peut visiter à Tokyo un musée particulièrement émouvant où les visages de ces femmes, un certain nombre d'entre elles, immigrées, apparaissent avec leur propre récit. Et de la même manière, effectivement, l'histoire politique du terme de féminicide est vraiment très intéressante parce que, comme le disait Fabienne, le passage du fémicide au féminicide, qui a été forgé par une anthropologue argentine, je crois Marcela Lagarde, en 1996, vient mettre en avant non seulement la spécificité du crime justement contre les femmes, mais aussi en même temps l'indifférence, pour ne pas dire plus, des États en question dans la lutte contre ces crimes. Et donc la catégorie de féminicide, c'est une catégorie qui dénonce en même temps l'indifférence des États face à ces crimes. Et aujourd'hui, on voit très clairement comment, par exemple, la différence de traitement des féminicides entre l'Espagne et la France est absolument considérable quand on voit le nombre de réductions de féminicides en Espagne sur ces dernières années et quand on voit comment ça ne baisse pas en France parce qu'il n'y a pas eu de travail de repolitisation, il n'y a pas eu de travail auprès de la police, il n'y a pas eu de travail auprès de la justice et c'est précisément de manière très militante que le terme de féminicide va apparaître comme effectivement une nouvelle manière de désigner le crime et en désignant une nouvelle manière de désigner le crime, de faire surgir des politiques alternatives. J'étais très frappée à cet égard aussi parce que vous dites sur la centralité qui a été documentée par des anthropologues, etc., la centralité de l'importance de la dénonciation des crimes de guerre commis contre les femmes, c'est-à-dire du viol utilisé comme arme de guerre, dans l'instauration de paix durable dans les sociétés. Je veux dire, à quel point ça a été documenté qu'on ne construit pas de paix durable quelque part sans avoir d'abord... voilà. Et ça interroge beaucoup sur aussi la capacité à la nécessité philosophique de repenser ce qu'on appelle la paix. Ce qu'on appelle ce qui s'oppose à la violence, quoi, s'il faut l'appeler, je ne sais pas, en effet peut-être la paix, comme ayant à voir centralement, enfin ayant comme levier aussi cette question-là de la violence de genre, disons à quel point c'est un levier pour repenser intellectuellement ce qu'on appelle l'autre de la violence.
Oui, parce que si on pense, entre guillemets, si on pense en particulier à partir de certains lieux, Fabienne a parlé, le Mexique, l'Argentine, ou plein d'autres lieux plus proches de nous, y compris chez nous. Si on pense que la question quand même des violences faites aux femmes mobilise une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler une guerre de basse intensité présente dans le corps social, la question, elle est assez vertigineuse. Comment pourrait-il y avoir une paix durable, une paix perpétuelle, s'il n'y a pas justement un traitement réel de cette guerre de basse intensité? Mais plus encore si on parle de la guerre de haute intensité. Et malheureusement, on en a un exemple aujourd'hui en Europe avec l'Ukraine. Cette guerre de haute intensité, on nous dit toujours elle est faite par les hommes. Et parce que globalement, ce qu'on considère, c'est justement les armes, ceux qui se battent. Et on sait que globalement, dans l'armée ukrainienne, le pourcentage de femmes, il est environ de 15%. Donc, effectivement, l'armée, elle est largement masculine. Mais les femmes, elles participent à l'effort de guerre. Les femmes, elles sont là pour préparer les repas, elles sont là pour soigner, elles sont là pour bosser dans l'industrie. On en sait quelque chose dans l'histoire européenne parce que justement, les hommes sont partis à la guerre. Donc, elles sont là, elles travaillent de la même manière et personne n'en parle et personne ne le dit. Et quand on fait la paix, quels sont ceux qui sont autour de la table? Que des hommes. Et en fait, il y a eu des travaux dernièrement éminents de fait là-dessus, parce qu'on se rend compte, et il y a quelques exemples dans le monde, que quand on essaie de faire des paix, on met aussi les femmes autour de la table, et bien précisément, la paix se fait mieux et elle est plus durable, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on met autour de la table tous les acteurs et toutes les actrices. Enfin, c'est quand même fou de penser que lorsque on termine une guerre, on ne met qu'une partie de la population et on discrimine ça en termes de genre autour de la table. Comment, dans ces cas-là, pouvoir poser une paix qui puisse être totalement durable? Alors en général, on donne quand même des compensations. C'est vrai que du coup, les femmes ont eu le droit de vote, me semble-t-il, en France en 1944. Mais cette question de la guerre et de la paix, et cette question en particulier de la guerre, elle est complètement à réévaluer en termes de féministes. Et d'ailleurs, avec Guillaume, on avait fait au début justement de la guerre et justement de cette guerre que la Russie a déclarée à l'Ukraine en l'envahissant, on avait fait un texte là-dessus sur AOC. Et on était parti du fait que même au tout départ de la guerre en Russie, les protestations les plus fermes contre cette guerre, eh bien, elles sont venues des féministes russes. Des féministes russes qui, à ce moment-là, risquaient leur vie, étaient arrêtées parce qu'elles ont fait, dès le départ, justement, ce manifeste contre la guerre. Donc, la question des femmes dans la guerre et la question de l'analyse de la guerre selon le genre, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Alors que, précisément, il faut le faire, la guerre, il n'y a pas que les hommes qui la font. Moi, ça me va si, dans l'échange entre nous, je trouve que c'est suffisamment important pour qu'on s'arrête un peu là et qu'on ouvre peut-être le débat avec la salle, si vous en êtes d'accord, parce que j'ai encore 1000 questions, mais je trouve que c'est important de rester sur ce... Est-ce que vous souhaitez, du coup, réagir à tout cela, j'en suis sûre.
l'ouvrage étant d'une très grande richesse, moi je me permets, le temps de vous laisser réfléchir à vos questions, de mobiliser un souvenir d'avoir en effet échangé dans l'un de vos lieux, mais je réalise que c'était un parmi de très nombreux lieux de réflexion et d'enquête au Japon, depuis le Japon au moment où vous commenciez. Je comprends maintenant à travailler sur tout cela et voir comment vous avez en effet pu documenter ce qui se passait au Japon parmi d'autres, plein d'autres explorations des pratiques féministes dans le monde est extrêmement impressionnant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas évoqué les débats sur l'avortement, on n'a pas évoqué les questions sur l'écriture inclusive, donc les enjeux de la manière dont tout ça s'incarne dans des débats assez vifs sur la langue. Donc il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas évoquées. Donc je peux poursuivre à loisir, mais y a-t-il des questions dans la salle? Je ne vois pas de... Oui, on est tellement aveuglé qu'on voit très mal. N'hésitez pas à prendre la parole, n'est-ce pas? Mais peut-être en attendant qu'une question se déclare, peut-être cette question, finalement, un des lieux aussi forts dans le livre de réflexion très actuelle et me semble-t-il tout à fait nécessaire et important. Et évidemment, on pense à ce qui se joue actuellement au présent en Ukraine. On pense aussi, en effet, au destin des femmes migrantes. Et là, j'en viens en effet à une des parties du livre. Vous avez ensemble travaillé beaucoup sur ces questions-là, aussi au contact des associations, des acteurs de terrain, etc. Est-ce que, parce que évidemment, c'est des acteurs justement dont l'entrée dans le peuple des femmes est en partie empêchée. Disons, cette question de du statut qui est fait, du sort qui est fait, réservé aux migrantes femmes, pose la question de la possibilité d'un peuple des femmes en termes de solidarité, des féminismes aussi nord-sud, et de la manière dont on peut accueillir des voix féminines. Peut-être, il y a peut-être un point qu'on n'a pas tellement rappelé, et ensuite on répondra peut-être plus sur la question des femmes migrantes. C'est que le peuple des femmes, de toute façon, c'est toujours un peuple empêché. C'est-à-dire que à partir du moment où se constitue un peuple des femmes, eh bien, forcément, il est empêché, il est réprimé. Rappel à l'ordre, on peut citer des exemples assez différents dans l'histoire. On peut bien sûr reprendre cette question en Europe des chasses aux sorcières entre globalement le XVe et le XVIIe siècle. Les chasses aux sorcières, c'est bien l'empêchement d'un peuple des femmes, et puis de femmes qu'on considérerait volontiers comme subalternes. Ce sont des femmes paysannes, ce sont des femmes qui souvent ne savent pas lire, mais c'est des femmes qui se retrouvent entre elles, c'est des femmes qui vivent dans une certaine liberté sur des terres justement où elles récusent la propriété. Donc il y a ensuite, bien sûr, les tricoteuses au moment de la Révolution française. Donc, de la même manière, les femmes migrantes, c'est à nouveau le peuple empêché. Parce que précisément, ce dont il s'agit, c'est de faire peuple autrement. C'est-à-dire, c'est de faire peuple en dehors de la stricte question de la nation, c'est de faire peuple autrement que dans la compréhension d'une souveraineté politique. Et puis, c'est prétendre aussi ne plus respecter le terme de peuple comme plèbe, comme moins que rien, c'est dire tout d'un coup que l'on veut compter. C'est un peuple qui veut compter, mais qui précisément est toujours empêché de compter. Donc je crois que les femmes migrantes, alors là, puissance 10, on pourrait dire, ça rentre forcément dans ce peuple empêché. C'est des femmes qui cumulent les handicaps d'une certaine manière. Oui, pour reprendre l'élément sur le peuple empêché, effectivement, dans le peuple des femmes, il y a le peuple empêché et il y a aussi le peuple disparu, le peuple... quand on pense effectivement qu'il y a 87 000
morts par an de femmes aujourd'hui dans le monde. Ça correspond quand même à 870 000 en 10 ans, 8,7 millions en un siècle. C'est un peuple manquant. Le peuple des femmes, c'est un peuple aussi manquant. Ce sont toutes ces vies qui, violence du futur antérieur, n'auront pas vécu jusqu'au bout leur possible existence, et qui auront disparu à la fois, qui n'auront pas laissé de traces, dont les pleurs nationaux n'auront pas peut-être porté, auront été également effacés, des nécrologies nationales. Et toute cette constitution d'un peuple manquant, elle est, enfin nous, quand on a écrit ce livre, on avait d'abord cette idée, cette espèce de force de ce peuple manquant à laquelle il fallait rendre justice. Et effectivement, il y a pour nous un lien évident, conceptuellement et puis même existentiellement, entre le peuple manquant, le peuple empêché, et le peuple prenant voix et bouleversant les normes. C'est depuis le peuple manquant que le peuple des femmes parle aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est un point très important. Et dans la constitution de ce peuple, oui, sans doute que l'un des éléments les plus intéressants, c'est qu'est-ce que c'est que refaire peuple depuis le peuple des femmes? Dans quelle mesure des alliances nouvelles entre des personnes qui auront été rendues subalternes de bien des manières peut voir le jour? Et il est évident que ces alliances de subalternité croisent la question de la migration et en particulier des migrantes. On s'est beaucoup intéressé à la constitution en Bolivie entre les années 70 et 80 d'un syndicat de travailleuses migrantes, de travailleuses domestiques, pardon, dont la caractéristique est que c'était des femmes principalement indiennes ou des femmes migrantes, des fois les deux, qui venaient travailler dans des conditions d'esclavage absolu, des invisibles complètes. Et on a documenté le fait que la création de ce syndicat, qui a été une vraie révolution entre 1979 et 1990, avec la création de ce syndicat, s'est joué toute une conscientisation, un ensemble de soutien a été élaboré, des cours d'alphabétisation ont été prodigués. Bref, et tout ceci est progressivement a conduit à la reconnaissance d'un statut avec un salaire fixé, etc. Et donc on voit très clair, et tout ceci a été porté par ces femmes migrantes ou ces femmes, entre guillemets, autochtones, indiennes, qui n'étaient rien, pour reprendre C.S., qu'est-ce que le tiers-État, et qui aspiraient à être quelque chose. Et c'est cette mobilisation par en bas qu'on a essayé de documenter à travers, effectivement, peut-être une zone d'intensité maximale qui concerne ces femmes migrantes précisément, parce que là, on est vraiment au plus près de ce peuple empêché dont parlait Fabienne et qui risque de basculer dans un peuple manquant. Oui, vous avez une question. Bonjour, bonsoir plutôt. Moi, je voulais parler, parce que vous parlez beaucoup de peuple des femmes, donc c'est vraiment un peuple qui... Ah, là, on entend mieux ? Oui. Donc, c'est vraiment un peuple qui constituerait uniquement des femmes, mais aujourd'hui, on voit avec les mouvements rendus publics de féministes, comme MeToo, Ni Una Menos, qui vraiment se montrent en public. Est-ce que ça permet en quelque sorte aussi d'agrandir cette question de femmes et de féminisme, de changer les mentalités, et que même des hommes, je vois des hommes parmi dans la salle, vous-même vous êtes un homme qui s'intéresse à cette question, de s'emparer de ce problème et d'aider la cause. Oui, merci. Peut-être on peut répondre tous les deux là-dessus. Moi, je répondrai par le livre et par les mouvements féministes eux-mêmes, par deux mouvements féministes. Tout d'abord, la grève des femmes en Suisse, qui s'est refaite en 2019. Et
dans tous les textes manifestes de cette grève, en fait, les féministes suisses mettaient toujours femme avec astérix. Parce que, justement, l'astérix, ça permettait de dire femme et tous les autres, ou toutes les autres, enfin, femmes, trans, etc., etc. Et puis, jusqu'aux hommes qui sortiraient de leur cadre et qui seraient justement capables de rejoindre cette grève. Et deuxième exemple, alors là, je trouve encore plus intéressant, vraiment sur lequel on a travaillé en détail, eh bien, Ni Una Menos, justement en Argentine, et les travaux aussi là-dessus de Veronica Gago, qui expliquent justement que le féminisme argentin, il est à comprendre dans le cadre de tout un ensemble de résistances et de revendications contre la précarité. Et on sait ce qu'il en est de la présence de la précarité dans un pays comme l'Argentine. Donc finalement, c'est une réunion, on pourrait dire, ou une coalition de plus en plus de mouvements de précaires. Et c'est une réunion qui prend des formes concrètes. C'est-à-dire que, par exemple, les féministes argentines, femmes, elles infiltrent les syndicats. Elles infiltrent les syndicats pour que, mais pas dans l'idée simplement d'infiltrer les syndicats, pour que tout simplement la question des travailleurs précaires, par exemple, devienne aussi la question des travailleuses précaires. Donc, oui, je crois qu'aujourd'hui, et c'est quand même aussi l'histoire du féminisme, parce que je pense qu'il y avait déjà ça dans certains mouvements féministes dans les années 70, mais je crois que ce qui détermine fortement le féminisme aujourd'hui, c'est justement sa capacité à se coalitionner avec d'autres mouvements, ce qui rend aussi possible, du coup, que des hommes, justement, aussi, eh bien, aillent dans le sens de ce mouvement. Et je crois que ça, c'est une caractéristique, effectivement, très forte aujourd'hui. Oui, on a vraiment voulu, comment dire, par l'expression « le peuple des femmes », dire un certain nombre de choses très précises. Alors, je vais peut-être les lister de manière un peu dogmatique, je suis désolé. Mais premièrement, c'est vrai que peuple a toujours été capturé par les hommes. C'est une construction extrêmement masculiniste. Le peuple des hommes, si on avait, imaginons un livre qui s'appellerait Le peuple des hommes, ce serait presque tautologique finalement, parce que le peuple est le nom que les hommes ont donné à leur mode d'assemblée, à leur façon d'exister politiquement, etc. Et ça a induit, deuxième point, que dans ce peuple des hommes, les femmes n'avaient pas le droit de s'assembler, de contester ce peuple-là, l'organisation de ce peuple, étaient exclues politiquement, n'avaient pas le droit de faire peuple. Donc, peuple des femmes, c'est une machine de guerre contre le peuple des hommes. Ça, il faut être clair et net là-dessus. Maintenant, effectivement, ceci étant dit, dans l'idée du peuple des femmes, il ne s'agit pas de jouer le symétrique inverse du peuple des hommes. Et tout comme les hommes se sont identifiés à une masculinité toxique pour produire ce peuple, il ne s'agirait pas d'identifier trop rapidement les femmes à une féminité bienveillante et non toxique pour refaire peuple autrement. Ce serait absurde. Notre travail a visé, au contraire, à désidentifier au maximum le signifiant femme pour l'ouvrir à bien d'autres signifiants. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je considère que, d'un point de vue perspectiviste, ce serait quand même pas mal si un jour on pouvait penser en étant plus assigné à quelques catégories que ce soit. Et après tout, est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis... évidemment, je suis assigné à la position d'homme et je bénéficie de tout un ensemble d'avantages dans la société par le fait que je suis identifié comme homme. Donc le nier serait complètement contre-productif et contre-intuitif. Mais il n'empêche qu'on a le droit
de penser, surtout si on se réclame de penseurs comme Foucault, Derrida et Deleuze, ce qui est quand même mon cas, que la carte d'identité ne doit pas régir, ne doit pas servir de loi à nos existences. C'est Foucault qui disait, à un moment donné, quand il écrivait un livre nouveau, il disait « mais vous allez encore dire que j'ai changé, etc., que je me suis déplacé, que je suis allé ailleurs, vous m'attendiez là et je suis allé là-bas, etc. » Et il dit, à un moment donné, il dit « plus d'un comme moi écrivent pour ne se perdre dans le labyrinthe de leur écriture, pour ne plus avoir de visage. Ne me demandez pas qui je suis, c'est une morale de carte d'identité qu'elle nous laisse libre quand il s'agit d'écrire. » Donc peut-être qu'à un moment donné, on peut essayer de n'être plus une identité. Mais pour se désidentifier, pour fonctionner à X multiplicité désidentifiante dans son existence, il faut sans doute, à un certain moment, oui, montrer que des identités sont socialement construites, sont socialement hégémoniques, et c'est dans cette perspective qu'on a essayé de déconstruire le peuple des hommes par l'émergence capillaire, contagieuse de ce peuple des femmes, avec en particulier aussi l'idée que femmes ne devaient pas réintroduire une identité qui exclurait les identités, qui exclurait les trans, qui exclurait les hommes, qui exclurait, et puis à l'intérieur de l'identité femme, qui exclurait peut-être, je ne sais pas moi, une identité femme plutôt qu'une autre, etc. Non, il fallait essayer de désidentifier ce peuple et donc de l'ouvrir de manière inclusive à d'autres pratiques, à d'autres modalités d'existence. Et il est évident que de ce point de vue, si on est dans cette perspective qui est vraiment le cas de Fabienne et de moi, une perspective qui est anti-identitaire et profondément relationnelle, et l'un et l'autre, si on est dans ces deux perspectives, anti-identitaire et relationnelle, la question évidemment du peuple et des femmes est une question qui ne peut exister que dans les relations multiples, dans la multiplicité des relations qui traversent le corps social, parmi lesquelles les relations homme-femme, mais aussi homme-homme, mais aussi trans-homme, trans-femme, etc., sont à penser. Bref, nous sommes dans une philosophie des relations et pas des identités. Et c'est à l'intérieur de ces relations que, de mon point de vue, là, la question d'une masculinité féministe doit être posée. Elle ne doit pas être posée pour réintroduire une identité, elle doit être posée à l'intérieur d'un ensemble de relations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous en prie. Merci. Oui, je vous remercie pour cette intervention, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué aussi en France de poser ces notions-là. Quand on parle de féminisme en France et qu'on parle d'universalisme, on est souvent aussi beaucoup confronté à un féminisme essentialiste. Et je trouve que c'est intéressant justement de faire le tour du monde, parce que c'est en France quand même qu'on a beaucoup de mal à parler de ces eaux précieuses différentes que vivent les femmes et d'intersectionnalité. Je pense que c'était vraiment intéressant. Et donc ça, j'aimerais avoir un petit peu votre avis là-dessus, parce que je pense que c'est très franco-français aussi, cette difficulté quand on pense justement aux femmes d'Amérique latine, enfin, à la Pologne, où on essaye de travailler vraiment de façon très différente. Et l'autre point qui m'intéressait aussi, c'est cette question de tectonique des plaques que vous avez évoquée, parce qu'effectivement, en réaction à ce mouvement un peu transféministe qui existe au niveau international, on voit aussi s'organiser des mouvements réactionnaires. Je pense notamment à l'agenda pour l'Europe qui s'appelle « Restaurer l'ordre naturel », qui fait le lien où on voit très clairement s'organiser des oligarques russes, enfin, la Russie, l'Arabie saoudite et un tas de pays quand on intervient par exemple à l'ONU sur ces sujets-là, entre le Vatican, la Russie, l'extrême droite et tous les mouvements religieux qui s'organisent contre les femmes. Et là, d'un point de vue politique, ils savent faire taire un certain nombre de différences contre les femmes. Et donc ça, je pense que c'est très important. Et le troisième point, quand vous évoquez la question des migrations, ça rentre aussi clairement dans ce sujet-là. Quand je pense à un Orban, par exemple, qui très concrètement veut
multiplié le nombre d'enfants en Hongrie avec des politiques natalistes, mais pas des enfants de migrants et pas des enfants issus de couples gays ou issus de femmes lesbiennes, quoi. Et donc on voit bien comment tout ça fait sens contre ce peuple des femmes que vous avez décrit. Alors, j'ai pas lu le livre, mais ça me donne vraiment envie de le lire. Mais je pense qu'il y a vraiment un travailler sur cette dimension internationale et à faire un décalage en France, justement, sur ces sujets-là, je pense. Oui, ben, écoutez, là, en fait, on souscrit complètement à toutes vos analyses. Donc, on ne va pas rajouter de l'eau au moulin de cela, si ce n'est peut-être de dire qu'effectivement, quand la réaction s'installe sur le plan national, dans un pays, etc., ou à l'échelle européenne, parce qu'actuellement, on voit bien comment il y a tout un club européen pour réinscrire. Ils ont très bien compris qu'il ne fallait pas quitter l'Europe, mais qu'il fallait transformer l'Europe de la cave au grenier, hein, donc les Orban et autres, donc avec des créations de clubs, etc., pour transformer tout ça. Bon, mais on voit très bien que quand c'est le cas, quand même, la première systématiquement politique qui est menée, c'est une politique contre les femmes. C'est une politique de retour à la binarité la plus basique, au traditionnalisme le plus extrême en matière d'hétérosexualité, en matière de politique féministe, etc. Et donc, c'est toujours le traitement, entre guillemets, stato-national de la femme est toujours l'indice d'un travail libérateur, entre guillemets, ou en tout cas réactionnaire. Et ça, c'est vraiment, on le voit très clairement. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toutes vos analyses. Et en plus, le lieu par excellence du champ de bataille, c'est la question de l'avortement. Et d'ailleurs, on a fait tout un chapitre là-dessus. C'est le point vraiment essentiel dans cette tectonique des plaques. Et peut-être juste un point sur ce que vous dites sur les féminismes différentialistes, etc. Nous, l'un des partis pris du livre, ça a été vraiment en quelque sorte, non pas de mettre entre parenthèses les théories féministes, parce quand même, il y a quand même toute une histoire secrète dans le livre de ces théories-là, mais vraiment de mettre la focale sur les pratiques féministes, en ayant presque la décision méthodologique de suspendre les querelles pour voir apparaître ces pratiques. Et là, ce qui nous est apparu, c'est que ce sont des pratiques très joyeuses, très rassembleuses, bien au-delà des clichés de division mortifère, etc., dans lesquels très souvent on enferme, pour des raisons à mon avis qu'il faudrait analyser sur le plan idéologique, dans lesquelles on enferme les querelles théoriques des féminismes. Et c'est dans le dernier chapitre du livre qu'on essaie de rouvrir la boîte, non pas de Pandore, mais de rouvrir la boîte de l'histoire des théories féministes en montrant de manière un peu provocative et en s'inspirant d'une analyse d'un théoricien de New York, Bernard Harcourt, qui a produit une analyse très stimulante là-dessus du deuxième sexe de Beauvoir, en montrant que finalement de Simone de Beauvoir, du deuxième sexe de Simone de Beauvoir à ce qui se passe aujourd'hui, en particulier à Troubles dans le genre de Butler, si on voulait prendre ces deux pôles, au fond, ce à quoi on a assisté, c'est ce qu'il appelle, lui, le Big Bang du genre, la révolution du genre, c'est-à-dire que tout ce qui semblait, tout ce qui semblait naturel dans la question de faire sexualité, de faire famille, de faire société, etc., a été progressivement déconstruit, défait. Et aujourd'hui, nous sommes dans un univers en expansion. Alors ça panique beaucoup les gens, les univers en expansion, parce qu'on préfère les univers en restriction que les univers en expansion. On préfère le clos à l'ouvert. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un univers, au moins sur le plan théorique et sur le plan des allures de vie, en expansion, où plein de possibilités de vivre, de faire genre différemment, sont possibles. Là où on nous disait que le sexe reproductible, le sexe reproduction était complètement lié de manière naturelle au sexe plaisir, on se rend compte que non, c'est pas du tout le cas. Le plaisir et la reproduction, c'est des choses différentes. Là où on nous disait que
la gestation et l'engendrement, c'était une seule et même chose, on se rend compte, eh ben non, c'est pas du tout le cas, etc., etc. Et donc, en fait, tous les nœuds, soi-disant naturels, de la division de genre ont volé en éclats, et dans cet univers en expansion, il y a des places joyeuses pour des réinventions de genre extrêmement multiples, ce qu'on pourrait appeler un genre non plus solide, mais plus liquide. Et le problème, c'est que précisément, à cette espèce de révolution de l'expansion illimitée ou quasi illimitée des combinaisons possibles de faire genre, répond une réaction restauratrice extrêmement violente, et d'autant plus violente qu'elle est quand même largement aux mains des pouvoirs en place qui n'hésitent pas à faire collusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir du capital, comme on le voit aux États-Unis actuellement. L'exemple nord-américain est quand même très intéressant pour voir comment le pouvoir religieux et le pouvoir de l'argent peuvent, à certains endroits, fonctionner de manière extrêmement solidaire et réintroduire un discours, une révolution conservatrice face à cet univers en expansion. Sans compter que cette révolution conservatrice, elle est parfois portée par des femmes. Hein, c'est le cas de l'Italie aujourd'hui. Je pense qu'il y a une... Ouais. Et donc, bonsoir, merci pour ce que vous nous avez dit. En réponse directe à ce que vous venez de dire, on s'éloigne un peu de l'étude des faits et plus on se rapproche juste d'une opinion. Face à cette réaction conservatrice sur cette idée de liquéfier le genre, est-ce qu'il faudrait faire la technique de l'exit ou est-ce qu'il faudrait avoir une opposition frontale pour s'immiscer dans ces pratiques conservatrices et les détruire de l'intérieur? Est-ce que vous avez un avis sur ça, des conseils? Tu veux répondre? Bon, on va répondre tous les deux. Oui, vas-y. Bah, les conseils, c'est pas un livre de conseils, donc c'est plus un livre. Mais si, malgré tout, pour ma part, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il faut tenir, hein, il faut tenir de manière frontale. C'est-à-dire que il faut surtout tenir des vérités contre toutes les fake news. Et puis, il faut quand même rappeler, par exemple, en termes d'avortement, que c'est quand même incroyable que par le biais des limitations ou des interdictions de l'avortement, ce qu'on réaffirme, c'est quand même un contrôle du corps des femmes par les hommes. Et donc là, il faut dénoncer. Il faut dénoncer chaque fois qu'il y a une remise en cause du droit à l'avortement. Eh bien, ce qu'on réavance, c'est le fait qu'une moitié de l'humanité aurait le droit de contrôler les corps de l'autre moitié de l'humanité. C'est quand même fou que, en ce qui concerne l'avortement, on ne prenne même pas la peine d'entendre la parole des femmes dans ces cas-là, que la plupart de ces révolutions conservatrices, elles sont toujours faites sans écouter la parole des femmes qui ont avorté ou qui se sont posé la question de l'avortement. Et d'ailleurs, ce qui a été très intéressant là-dessus, c'est le cas de l'Irlande ces dernières années, dont je vous rappelle que par référendum, dans un pays très catholique, on a donc maintenant un droit de l'avortement. En Irlande, c'est très intéressant la manière dont ça s'est passé, parce que c'est des femmes qui n'arrêtaient pas de raconter leurs expériences clandestines de l'avortement, jusqu'à des stars de la télévision qui racontaient sur les écrans comment elles avaient dû partir en Angleterre en racontant à leur famille ou à leurs proches qu'elles partaient en voyage, etc. Donc oui, il faut vraiment batailler de pied ferme, il faut parler collectivement, il faut utiliser la contagion, il faut créer une autre compréhension culturelle, en fait, qui est la compréhension légitime et démocratique. Un sexe n'a pas à contrôler le corps de l'autre sexe. C'est la base d'un discours démocratique. Alors, du coup, que dire de plus? Moi j'aurais un point de vue sur les...
j'aurais un point de vue aussi sur les institutions. Je pense que les institutions doivent être changées pour beaucoup d'entre elles, vraiment de fond en comble. Je pense qu'on a un problème aujourd'hui avec l'institution de la justice. La justice doit être... il doit y avoir, inspirons-nous là encore des tribunaux, la création de tribunaux dédiés aux questions de violence de genre en Espagne, plus de 300 tribunaux dans tout le pays, et en France, non, en France, aucun. 300 contre 0. Bon, alors là, il y a un problème. Il y a un problème vraiment très très puissant. Tant que la justice, finalement, n'est pas révolutionnée par les questions de genre, la question d'un traitement juste des violences de genre ne pourra jamais voir le jour. Et puis, il y a une deuxième institution, à mon sens, également fondamentale, c'est, au sens large du terme, dans une société, c'est l'institution de l'éducation. Tant que l'on apprend aux garçons à être plutôt dans la compétition, dans la rivalité, dans la prise de parole, dans la stimulation, et aux filles à être plutôt dans le soin, la solidarité entre elles, l'effacement, etc. Tant qu'on est sur ce registre-là, eh ben, on constitue forcément une masculinité toxique face à une féminité qui sera toujours le sexe d'à côté, justement. Un peu comme ce film, puisqu'on parlait de cinéma, de Truffaut, La femme d'à côté. Est-ce qu'on ne peut pas de temps en temps essayer de produire, de considérer que l'homme est aussi l'homme d'à côté? Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'apprendre aux garçons que les valeurs de l'entraide, de la solidarité, priment sur la compétition, sur la concurrence? Ça, c'est vraiment quelque chose de très précis et de très concret qui suppose de bouleverser les frontières de genre dans l'institution qu'est l'éducation. Je pense que sans cette révolution de ces deux institutions, la justice et l'éducation, à mon avis, c'est ça le combat d'aujourd'hui. Il faut prendre d'assaut ces deux institutions et les transformer de la cave au grenier. Merci. Je pense que c'est bien de s'interrompre là, de mon point de vue. Je me permets. Ah, pardon, vous avez encore une question. C'était juste une petite précision, justement. Oui. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, et de dire qu'effectivement, la loi sur l'éducation à la sexualité, qui pourrait, en France, modifier profondément l'éducation, eh bien, elle est votée depuis 2001, elle n'est toujours pas appliquée. Et l'autre point de clivage qui est l'avortement, juste pour dire que les députés ont reçu aujourd'hui de la part de mouvements anti-genre des petits poupons, un chacun, pour dire l'avortement est un crime, l'avortement n'est pas un droit. Ils en ont tous reçu aujourd'hui. Ça veut dire que ces mouvements-là sont puissants et ont des moyens phénoménaux. Merci. Belle conclusion. Merci beaucoup, madame. Et merci beaucoup, Fabienne Brugère, Guillaume Leblanc. Donc, et merci, Élise. Merci beaucoup. Leurs ouvrages, c'est rien. Voilà, on garde un peu de temps très précieux de leur venue pour les signatures d'ouvrages. Tout est là. Merci à vous. Et merci. Merci. Merci beaucoup.